Ça fonctionne? Super. Bien, merci de l'invitation, Pierre-Olivier. Alors, ça me fait plaisir d'être ici ce matin, de casser la glace, comme on dit, avec un sujet chaud. Alors, c'est la deuxième fois là, que je viens présenter aux Journées Bleuets. Donc, si je comprends bien, c'est la première fois que vous avez cette salle-là. Là, je la trouve très belle. L'autre salle était un peu épeurante, elle était magnifique, mais quand j'avais donné une présentation là-bas, je sais pas, là, je me sentais comme une chanteuse d'opéra avec les rideaux rouges, en tout cas. Mais bon. Alors, c'est ça. Donc, oups. Alors, je tiens à remercier, premièrement, mon professionnel de recherche, Frédéric McCoon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a monté là, le PowerPoint et qui a beaucoup travaillé sur le projet. Également, tous les stagiaires d'été qu'on a eus et les étudiants d'été là, qu'on a eus, qui ont passé là, les 3 derniers étés là, ici au lac. Alors, je les remercie, là, c'est vraiment le fruit de leur travail. Alors, pour commencer un petit peu avec la biologie, ou juste peut-être vous rappeler un peu des informations là, sur cette mouche-là, la mouche du bleuet, qui est de la famille des Téphrididés, voyons. On dit les téphrites. Donc, c'est une famille taxonomique qui est caractéristique par les patrons qu'on voit sur les ailes. Donc, les espèces de barres là, noires ou plus foncées. Là. Toutes les mouches dans cette famille-là ont des patrons, mais on peut justement les distinguer parce que les patrons sont un petit peu différents d'une mouche à l'autre. Donc, c'est une mouche qui est originaire de l'Amérique du Nord et puis c'est la première mention au Québec, dans le sud du Québec, en 1996. Puis c'est un ravageur, c'est ça, primaire du bleuet nain et en Corymbe également. Donc, chaque femelle va pondre entre 25 et 100 œufs dans les fruits. Et c'est les larves en se nourrissant, comme vous voyez sur la photo, c'est une larve. Les larves en se nourrissant vont rendre le fruit là, invendable. Le stade larvaire peut durer entre 17 et 30 jours. Puis quand la larve, elle est développée, là, elle a terminé son cycle de développement, elle pupe au sol. Donc, elle se laisse tomber au sol et elle va puper dans le sol. Et puis, il y a une diapause obligatoire également, donc durant l'hiver, la diapause, puis une seule génération par année. Donc, c'est un ravageur qu'on dit réglementé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, l'introduction au lac Saint-Jean là, date de 2018. Donc, on ne sait pas exactement ce que c'est vraiment cette année-là qui est arrivée ou un petit peu avant, mais on l'a détecté là, pour la première fois en 2018. Il y a eu des modifications également là, des aires réglementées en 2020. Donc, elle est déjà là, dans le sud du Québec, un peu partout dans la province, sauf au lac Saint-Jean. Puis, on dit en fait que le lac Saint-Jean, en ce moment, c'est la répartition la plus nordique. On ne retrouve pas la mouche ailleurs, là, plus au nord. Donc, l'objectif général du projet de recherche là, que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un projet là, qui a duré 3 ans. Donc, l'objectif général, c'était de documenter la biologie de la mouche du bleuet dans le contexte du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'on connaissait surtout la mouche par des études qui ont été faites dans le Maine ou au New Jersey, ou dans les maritimes, également canadiennes. Mais, donc, on voulait là, vraiment documenter dans le contexte du Saguenay-Lac-Saint-Jean et confirmer l'applicabilité de stratégies de lutte intégrées, développées ailleurs, voir est-ce qu'on pourrait les appliquer au Québec. Alors, 3 objectifs spécifiques. Identifier des fruits hôtes alternatifs, donc plantes hôtes alternatives au bleuet. Valider des modèles bioclimatiques, puis étudier les mouvements de la mouche entre les habitats. Donc, je vais commencer par l'objectif 1, donc les plantes hôtes alternatives. Donc, pour la méthodologie, on a fait des cueillettes à chaque été, des cueillettes de fruits à la main. Donc, on allait dans les petits boisés en bordure ou dans les brise-vents, mais c'était comme à l'extérieur là, de la bleuetière, mais vraiment là, très proche quand même des bleuetières. Donc, vous voyez tous les fruits ici, vous en connaissez là, certainement certains. On a la mélanchier, aralie, aronie, cerise de Pennsylvanie, 4 temps, némopante, ouais, thé des bois, sorbier,
olivier, bleuet nain sauvage qui se retrouve là, dans la forêt, et petit thé. J'ai pas de photo de petit thé, par contre, mais donc vous voyez, c'est des fruits rouges ou des fruits bleus. Donc, on les cueillait à la main. Puis ensuite, on récupérait les fruits, on les mettait dans des grands bacs, puis on laissait puper. Donc, évidemment, c'était pas tous les fruits qui étaient infestés, mais ça, bon, on le savait pas. Mais on voulait justement cibler ceux qui étaient infestés, qui allaient puper. Donc, c'était des bacs avec du sable, puis les pupes se laissaient tomber. Donc, vous voyez une image là, de pupe et se développaient dans le sol. Donc, quand les fruits étaient tous, pourris ou moisis, en tout cas, vraiment fin de vie des fruits, on ramassait les pupes, puis c'est avec les pupes qu'on travaillait là, pour le reste. Donc, à l'année 2021, les pupes qu'on a récoltées, l'émergence des fruits était infructueuse. Ça n'a pas donné là, beaucoup d'émergence de fruits. Peut-être que nos conditions, parce que là, on était rendu en laboratoire, là, on a simulé une diapause, puis c'est ça, on n'a pas eu beaucoup d'adultes qui ont émergé. Donc, pour les autres années d'après, on a dit on va faire des identifications moléculaires avec l'aide du laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC. Donc, c'est avec eux qu'on a fait les identifications moléculaires. En tout, c'est 97 pupes qui ont été séquencées. Ça correspond à 1,9 %, donc presque 2 %. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais vous allez voir dans les résultats tout à l'heure, il y avait énormément de pupes. En fait, la grosse majorité des pupes ont émergé du cerisier d'Amérique. Donc, puis ça, c'est la tripette. C'est une autre espèce qu'on connaît aussi bien, là, mais c'est la tripette des cerises. Donc, ça donnait rien là, de faire 100 % des fruits. C'est quand même des frais élevés, mais vous allez voir toutes les autres pupes qui ont émergé des autres fruits, on les a séquencées là, à 100 %. Donc, si je regarde année par année les résultats, parce qu'il y a quand même là, une variabilité là, interannuelle, là, je dirais, entre chacune des 3 années. Donc, en 2021, c'est 1880, donc presque 2000 pupes qu'on a retrouvées à partir des cerisiers. Mais ça, c'est sur environ, presque 20 000 fruits qu'on a récoltés. En tout, là, à chaque année, ça frisait les 30 000 fruits qu'on récoltait si on met là, toutes les espèces de plantes là, ensemble. Alors, on a également trouvé 11 pupes des bleuets nains et 2 pupes dans le thé des bois. Donc, si on regarde un petit peu le détail du séquençage, dans le cerisier, naturellement, on a trouvé 20 tripettes noires des cerises, donc ça, c'est pas surprenant. Ensuite, on a trouvé des pupes qui étaient parasitées. Donc ça, c'est des pupes qui avaient à l'intérieur d'elles des guêpes parasitoïdes, donc c'est des petites guêpes parasitiques qui font de la lutte biologique. Donc, quand il y avait un parasite comme ça, on pouvait pas identifier c'était quoi la mouche qui avait été parasité, mais on pouvait, c'est ça, avoir là, dans ce cas-là le nom des parasitoïdes. Donc, 2 parasitoïdes ont été trouvés, puis il y a eu aussi quelques échecs, là, 2 échecs d'amplification. Ensuite, au niveau du bleuet nain, alors les 11 pupes, il y en avait 8 qui étaient la mouche du bleuet, donc c'est pas une surprise, et 2 qui étaient la tripette noire des cerises. Fait qu'on voit que la tripette, elle a une préférence pour la cerise, mais on peut la retrouver aussi dans le bleuet nain. Et puis, finalement, dans le thé des bois, il y a eu une pupe qui était parasitée là aussi, donc on ne sait pas c'était quoi la mouche, là, ça c'est un peu plate. Puis, je ne sais pas, il y a eu probablement un échec d'amplification là, pour l'autre. Donc, juste pour vous montrer la tripette noire des cerises, vous voyez... Elle a des bandes légèrement différentes. On la compare ici à la mouche du bleuet. Puis on voit le cercle ici que la mouche n'a pas. Puis la tache sur le thorax là, est plus importante également. Mais quand même, pour l'œil non averti, ça se ressemble, là, je suis bien d'accord, mais nous, les stagiaires et au Club Bleuet aussi, les gens entraînés, l'œil entraîné, on pouvait différencier les deux là, facilement.
Je vous montre les photos de parasitoïdes. Donc, il y avait 2 parasitoïdes qui ont été trouvés. C'est dans la famille des Braconidés, qui est une famille connue en lutte biologique pour les parasitoïdes. C'est des parasitoïdes qui sont spécialistes de mouches dans la famille des téphrites. Puis, on a l'autre ici, parasitoïde utéthèse, voyons, qui est très mignon, là, je trouve, avec ses antennes enroulées. Ensuite, si on regarde les autres alternatives pour la 2e année du projet, donc 2022, donc ici, il y a eu un peu moins de récoltes là, au niveau du cerisier de Pennsylvanie. Donc, on avait là, 17 pupes qui ont émergé de 375 fruits. Ensuite, on a eu 7 pupes qui ont émergé de, voyez-vous, 10 000 fruits de bleuets. Fait qu'on en a récolté là, du bleuet sauvage. Puis, on avait une pupe également dans l'aronie, sur presque 4000 fruits d'aronie qui ont été récoltés. Fait qu'on voit qu'il n'y a pas tant de pupes que ça. Puis, si on regarde un petit peu les détails, donc, dans le cerisier, bon, il y avait surtout de la tripette, mais il y avait quand même beaucoup de parasitisme. Au total, 6 pupes qui étaient parasitées. Dans la mouche, le bleuet nain, voyons, on avait 7 mouches du bleuet, donc 100% des pupes étaient bel et bien mouches du bleuet. Et puis, dans l'aronie, c'est dommage, c'est un parasite. Ça aurait été vraiment intéressant de voir est-ce que c'était la mouche du bleuet qui était dans le fruit d'aronie. Mais bon. 2023, donc ici, on est comme revenu en force. Il y a eu beaucoup de pupes là, récoltées du cerisier de Pennsylvanie. On a eu seulement une pupe récoltée des 1400 fruits là, de bleuets. Ensuite, une pupe du némopampe. Ça, c'était la première année là, qu'on avait du némopampe. Sur presque 3000 fruits, une seule pupe. Puis une pupe également dans le thé des bois sur à peu près 400, presque 400 fruits au total. Puis si on regarde le détail, donc dans le cerisier, sans surprise, c'était que des tripettes noires. On a eu aussi du parasitisme. Dans le bleuet nain, cette fois-ci, on a eu du parasitisme. Fait que c'est intéressant. On suppose que c'était probablement la mouche du bleuet, mais bon, on n'est pas sûr à 100%, mais c'est quand même intéressant de voir que les parasitoïdes vont aussi là, aller du côté de la mouche des bleuets et non seulement le cerisier. Puis le némopampe, on avait une tripette et également une tripette dans le thé des bois. Fait qu'on voit que c'est quand même une tripette qui est plus prédominante. Donc, pour les constats de l'objectif 1 sur les autres alternatives, on peut dire que les pupes de mouches de bleuet sont retrouvées uniquement dans du bleuet nain. C'est sûr qu'on a eu quelques parasitismes où là, on ne pouvait pas déterminer, mais je suis quand même confiante là, d'affirmer ça. Aucun nouvel hôte alternatif identifié. Grande variabilité interannuelle, comme on a vu. Présence de parasitoïdes, c'est très positif. On pourrait éventuellement là, les étudier davantage pour de la lutte biologique. Et finalement, très faible taux d'infestation dans le bleuet nain. Fait que tout de même, c'est ça. Si on passe en même temps aux objectifs 2 et 3, vous allez voir la méthodologie est la même, donc c'est quand même une longue méthodologie, là. Je vais vous l'expliquer. Donc ici, on s'intéressait, on voulait valider les modèles bioclimatiques, mais ça nous a donné aussi beaucoup d'informations sur la phénologie de la mouche. Donc la phénologie, c'est un peu les patrons d'apparition là, des mouches. Et puis, les mouvements, on s'intéressait aux mouvements entre les différents habitats naturels, champs en production ou champs en stade végétatif. Donc, ici, on a installé des pièges collants, comme vous voyez sur la photo. C'est des pièges collants aussi que le Club Bleuet là, utilisait. C'est des pièges jaunes avec un attractif. Ça s'appelle phérocon. C'est pas une phéromone sexuelle. Là. Ça attire autant les mâles que les femelles. C'est plus un attractif là, nutritif. Ensuite, on a installé des capteurs de température du sol. Puis ça, c'est important. Là, c'est pas la température de l'air. C'est vraiment la température du sol qui est importante
intéressantes pour valider nos modèles bioclimatiques. Puis on avait un capteur là, sur chacun des sites. Puis, on a évalué 2 modèles bioclimatiques sur une base de degrés jour, là, mais je l'indique, là, je n'entrerai pas dans les détails là, des modèles bioclimatiques, mais c'est 2 modèles qui avaient été développés pour la mouche du bleuet aux États-Unis, un au New Jersey puis l'autre dans le Maine. Donc, nous, on voulait voir est-ce que ces 2 modèles-là, on peut les appliquer là, au Québec et au lac. Donc, à quoi ça sert justement, là, je fais une petite mise en situation, ces fameux modèles-là, à quoi ça peut servir? Il en existe quand même beaucoup des modèles bioclimatiques là, qui ont été développés en agriculture. Ça peut permettre l'apparition, prédire l'apparition d'un ravageur, donc quand même très utile. Ça peut permettre aussi de mieux cibler le début du dépistage, meilleure gestion des pesticides également, puis c'est très utilisé particulièrement en pomiculture. Donc, en pomiculture au Québec, pour la tavelure, entre autres, beaucoup de modèles prédictifs pour d'autres ravageurs là, également. Il y a Gaétan Bourgeois, qui est un chercheur retraité aujourd'hui, mais qui a beaucoup développé à Saint-Jean-sur-Richelieu des modèles avec son logiciel là, qui s'appelle CIPRA. Donc, il est retraité aujourd'hui, mais CIPRA existe toujours. Mais c'est ça. Donc, je voulais juste faire une petite introduction là, sur des modèles généraux. Donc, ça, on revient à la méthodologie. Donc, on avait un réseau de piégeage avec les fameux pièges jaunes. En 2021, on avait 2 bleuetières uniquement. On voulait commencer le petit. Et en 2022-2023, là, on avait 5 bleuetières. Si vous voyez sur la carte ici, là, au niveau des années, donc en 2021, on avait le site ici et celui-là en bleu. Puis ensuite, en vert, c'est un site qu'on a gardé là, pour toute l'année. Puis en bleu, c'est des sites qu'on a eus les 2 dernières années. Donc, ça fait 6 sites là, au total. Oups. Alors, on continue sur la méthodologie. Comme je vous disais, c'est une longue méthodologie. Donc, vous savez évidemment que dans la production de bleuets, on a un cycle là, de 2 ans. Donc, on s'intéressait aux migrations obligatoires là, des champs en croissance végétatif vers ceux en production. Parce qu'évidemment, un champ végétatif, pour la mouche, c'est pas super intéressant parce qu'il n'y a pas de bleuets cette année-là. Donc, nécessairement, la mouche doit migrer vers un champ qui est en production. Donc, on s'intéressait, c'est ça, à l'étude là, de ces migrations-là. Puis, c'était notre but, c'est qu'on voulait aussi valider avec cet essai-là, est-ce qu'on pourrait faire des traitements, est-ce qu'on aurait évidence là, pour faire des traitements de bordure comme ça se fait dans le Maine et dans les Maritimes? Fait qu'on voulait voir, c'est ça, donc les traitements de bordure. Ça, vous allez voir, je vais y revenir là, plus tard sur ces fameux traitements de bordure-là. Donc, notre méthodologie ici, c'est qu'on s'est intéressé à 3 jonctions d'habitat. Ici, j'en montre juste 2 là, sur les images, mais donc, vous avez là, sur l'image d'en haut la jonction entre une bleuetière en production, en bleu, puis en vert, c'est une bleuetière en croissance végétative. Dans le bas, c'est la jonction entre la forêt, donc la forêt là, qui est juste, c'est ça, en bordure là, du champ, et une bleuetière en production. Puis on avait aussi, comme je disais, l'image, je la montre pas, mais on avait aussi forêt et bleuetière en croissance végétative. Donc, vous voyez que pour chaque type d'habitat, là, on avait 3 transects. On avait 20 mètres de distance entre les 3 transects. Puis, les transects, c'était les points où on installait nos fameux pièges. Donc, vous voyez, les petits carrés jaunes, c'est les pièges. Donc, on avait des pièges, par exemple, si je regarde l'image d'en haut, à 60 mètres, ensuite 30 mètres de la bordure, 15 mètres de la bordure, 5 mètres de la bordure. Le 0, c'est vraiment la jonction entre les 2 types d'habitats. Puis ensuite, on avait les mêmes distances dans la bleuetière en croissance. Pour la forêt, par contre, on n'est pas allé aussi loin que 60 mètres. Fait qu'on voit pour la forêt, on est allé à 0 la jonction, mais 5 mètres et 15 mètres. Puis, ça faisait en tout, là, ça faisait 69 pièges par site. Puis, c'est des pièges qui étaient relevés là, aux 2 semaines, 2 fois par semaine et changés aux 2 semaines. Donc, ça nous faisait quand même un gros réseau de dépistage.
de piégeage. Donc, sur les pièges collants jaunes qu'on regardait là, 2 fois par semaine, si on voyait une mouche, évidemment, il fallait vraiment confirmer. On voulait pas de tripettes, là. Les tripettes, on les comptait pas. Donc, on confirmait que c'était vraiment la mouche du bleuet. Puis, après ça, on les enlevait, on les décollait pour les sexer. Donc, on était intéressé, est-ce qu'on a un mâle, est-ce qu'on a une femelle? Puis même quand c'était une femelle, on faisait des dissections. Si on faisait ça plus tard, on faisait pas ça dans le champ, mais on faisait ça plus tard en laboratoire. Donc, des dissections de femelles pour voir est-ce que la femelle est mature sexuellement, parce que les femelles émergent, elles sont pas matures tout de suite, donc leurs œufs, sont pas prêts là, à être pondus. Mais quand il y a vraiment des œufs, comme on voit ici sur la photo, des œufs blancs, là, ça se voit bien. Là, on peut dire qu'elle est mature puis qu'elle peut attaquer des fruits. Donc, si on regarde les résultats, donc je vais commencer par la partie phénologie. Donc, ça, c'est aussi le modèle bioclimatique. Donc, ici, ce que ça nous donne, c'est que pour chaque année, je vous dis le nombre de mouches qu'on a capturées. Fait que vous voyez, en 2021, on avait juste 2 sites, dont un qui était pratiquement pas infesté. Fait qu'on avait, mettons, presque juste un site. On a capturé 304 mouches. En 2022, là, on avait 5 sites. On a capturé 652 mouches. Ça fait environ 130 mouches par site en moyenne. Puis en 2023, plus grosse année, presque 1200 mouches ont été capturées, donc 239 environ là, en moyenne par site. Donc ici, ce que l'image nous montre, c'est qu'on a la proportion de mâles sur l'axe ici. Donc, quand on est à 50%, c'est qu'on a égal mâle, nombre de mâles et nombre de femelles, OK, pourcentage. Puis, ce que ça nous montre, en fait, c'est entre le 19 juin et le 8 août, là, c'est pas mal là qu'on a le plus de mouches. C'est en date ici, c'est des jours juliens, là, malheureusement, je m'excuse. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a une proportion là, grandissante de femelles. En fait, il n'y a pas beaucoup de mâles. On a pratiquement pas 50% de mâles. On n'atteint pas là, le 50%. Donc, chez des insectes, habituellement, on dit qu'il y a un sexe ratio de 50-50. Habituellement, là, mais chez certaines espèces, évidemment, ça varie. Puis on voit chez la mouche du bleuet, c'est vraiment une prédominance de femelles. Donc, dans la saison, là, on voit de 68% 85% des individus qui sont des femelles. Ça progresse durant la saison. Donc, c'est ça. Donc, majoritairement des femelles. Si on regarde ici, je vous donne les dates des premières et dernières captures de la saison. Pour chaque année, il y a des petites variations. Sur le graphique, c'est le nombre de mouches là, par piège. C'est toutes les 3 années là, ensemble. Donc, si on regarde 2021, première capture 17 juin, dernière capture 16 août. C'était une année là, que ça avait été précoce. 2022, 1er juillet, première capture jusqu'au 5 septembre. Ça s'était étiré quand même longtemps. Les captures en 2022. Puis 2023, 30 juin, donc ça ressemble un peu plus à l'année 2022. Puis le 17 août, par contre, c'était terminé au niveau des captures. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en 2021, la ferme qu'on avait, il y a eu un traitement. Puis ce traitement-là était très efficace. Fait que le reste de l'été, après le traitement, c'est sûr qu'on n'était pas capable d'avoir des captures. Donc, c'est bon pour le producteur qui a eu un traitement efficace, mais pour nous, on a cumulé un petit peu moins de données. En 2022-2023, il y a quand même eu certains traitements, mais pour X raisons, les traitements n'ont pas été aussi efficaces, malheureusement. Mais pour nous, ça a fait en sorte qu'on a pu quand même continuer là, à récolter des données. Donc, ce qu'on voit ici sur l'image, c'est toujours là, les jours juliens sur l'axe des X ici. Et comme je vous disais, le mouche par piège. Puis, ce qu'on voit, excusez-moi, c'est un peu tannant. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment comme une forme de cloche. Bon, il y a certains points ici, là, mais si on regarde la grosse tendance, c'est qu'on voit une forme de cloche. Puis ça, on appelle ça une courbe de population quadratique, mais ça décrit en fait, souvent dans les populations d'insectes, on voit ce genre de patron-là là, de cloche, une population où il y a une seule génération aussi là, par année. Donc, c'est quand même là, typique. Donc, on voit là, un peu le pic là, qui correspond à peu près là, en juillet ici.
Puis l'autre graphique que je vous présente, c'est les premières femelles matures. Donc, comme je vous disais, femelle mature égale femelle qui peut pondre dans les œufs. Donc, en 2021, 28 juin, première femelle, donc c'était quand même tôt. 2022, 8 juillet, un petit peu plus tard, la première femelle. Et 2023, 30 juin. Donc, la maturité sexuelle augmente, évidemment, on s'attendait à ça au cours de la saison. Fait qu'on peut voir ici toujours entre le 19 juin là, et le 8 août, on voit là, qu'il y a une progression des femelles. Puis là, vraiment rendu fin juillet, 100% des femelles là, sont matures. Donc, ensuite, on passe au modèle bioclimatique. Donc, avec les données de phénologie, tout ça, on a comparé nos données avec le modèle développé là, par les deux chercheurs là, indépendants, donc un au New Jersey, l'autre au Maine. Donc, on est allé par année 2021, on n'avait pas assez de données, puis on avait juste une ferme, donc on a pris les données 2022 et 2023. Donc, ici, vous voyez en orange, c'est les prédictions par le modèle, puis en bleu, c'est les observations. Donc, on voit quand même que les deux lignes sont quand même là, presque des copies conformes. Là. C'est quand même très, très collé. Ça, c'est pour le modèle de Texera et Polavarapu au New Jersey. L'autre modèle de Dill, ça prédisait des émergences de femelles beaucoup trop tôt. Donc, c'est pas un modèle, là, finalement, qui fonctionne bien pour nous. En 2023, on a validé à nouveau que le modèle de Texera et Polavarapu était quand même très correspondait vraiment bien à notre situation ici au Lac-Saint-Jean. Puis encore une fois, l'autre modèle ne donnait pas des bonnes prédictions. Fait que ça, c'est quand même intéressant parce que ça voudrait dire, dans un futur assez rapproché, le RAP, qui est le réseau d'avertissement phytosanitaire, pourrait intégrer ces modèles-là, donc le modèle qui fonctionne, mais ça prendrait des sondes pour capter la température du sol. Puis ça, c'est des sondes qui sont installées comme tout de suite après la fonte des neiges. Faut pas trop tarder, là, faut que ce soit installé assez tôt. Mais j'en parlais avec Pierre-Olivier, puis il me disait que c'est quelque chose de très, quand même, facile, réaliste, là, à court terme, qu'on va pouvoir... donc, ça permettrait, là, entre autres, de pouvoir bien cibler le début du dépistage, par exemple, selon si on a un printemps tôt ou hâtif, parce que le modèle fonctionne avec le cumul là, des degrés jour, des unités de chaleur. Donc, le constat pour l'objectif 2, c'est que le modèle de Texera et Polavarapu prédit correctement l'émergence, puis ça devrait être utilisé là, pour bien identifier le moment d'installation des pièges jaunes pour le début du dépistage. Donc, ensuite, j'arrive au troisième et dernier objectif, donc le mouvement entre les habitats. Donc ici, on commence là par le mouvement entre les bleuetières en croissance végétative, donc c'est comme le orangé, et la bleuetière en production. Fait que ce qu'on voit en bas, c'est la distance en mètres. Donc on voit 60 mètres, les deux extrémités là, des deux types de champs, 30, 15, 100, 0, c'est la jonction ici en rose, donc la jonction entre les deux habitats. Sur l'axe des Y, c'est le nombre de mouches par 3 pièges. Donc, c'est même pas par piège, là, on a mis ça par 3 pièges. Donc, si je vous fais remarquer, c'est pas c'est pas super élevé comme densité, là. Tu sais, on est peut-être là au plus à 1,5 mouches par 3 pièges. Fait que c'est même pas une mouche par piège en moyenne. Ça, c'est les données cumulées pour toute la saison. On a fait vraiment plusieurs patrons là, de modèles, allez voir juste pour le mois de juillet, les patrons qu'on voyait, tout ça. Là. Mais on a décidé de vous présenter quand même parce que ça variait quand même pas tant que ça. Donc, de vous présenter là, l'image là, globale. Fait que ce qu'on voit ici, c'est que on dit que l'effet simple de l'emplacement des pièges est significatif, donc distance et habitat, mais qu'il y a davantage de mouches dans les champs en production. Donc, comme on voit ici, c'est quand même sans surprise. On voit qu'il y a plus de mouches ici que les champs, voyons, en croissance végétative. Fait que ça va. Si je passe à l'autre, ici, on est forêt, donc l'habitat forêt et bleuetière en production. Donc ici, on voit que les densités, par contre, de mouches par piège sont un peu plus élevées. Là, ici, on monte là, à
presque 3 mouches par 3 pièges. Donc, on voit que dans la forêt, c'est la distance en 5 mètres, 15 mètres. On voit qu'il y a une agrégation là, qu'on peut dire à 5 mètres. C'est là, de façon significative, il y avait plus de mouches dans les 5 mètres dans la forêt comparé à tout le reste. Là. Puis ici, il n'y avait pas de patron comme tel. On voit qu'il y a une petite diminution, mais ce n'est pas significatif du tout. Là. Donc, c'est ça. Puis on ne voit pas non plus de mouches là, à 0 à la jonction comparé à 5 mètres. Donc, quand même, on peut affirmer qu'il y a davantage de mouches dans la forêt que dans les champs en production adjacents. Puis finalement, la troisième jonction qu'on regardait au niveau des habitats, c'était entre la forêt et la bleuetière en croissance végétative. Donc ici, bien qu'on peut voir visuellement, oui, il y a plus, on pourrait dire qu'il y a plus de mouches ici encore dans la forêt, ce n'est pas significatif. Mais c'est ça, donc on ne dit pas de différence entre la parcelle de forêt bordant les champs en croissance végétative. Donc, si je reviens vraiment à cet objectif-là, qui est vraiment très important, il y avait 2 observations qu'on s'attendait, qu'on aurait aimé voir pour permettre là, de recommander. On reprend. Alors, donc 2 observations. Première observation, une utilisation accrue des habitats naturels, donc forêts, autour des bleuetières, donc première observation qu'on voulait. Deuxième observation, une agrégation des mouches du bleuet dans les premiers mètres des champs en production. Fait que si on regarde la première observation, utilisation accrue des habitats naturels autour des champs, on peut dire que oui, cette hypothèse-là est confirmée. Donc, on a des résultats qui sont conformes aussi aux prédictions découlant de la littérature scientifique là, connue. Donc, la mouche est connue pour utiliser des parcelles de forêt. Ces habitats pourraient représenter une source d'infestation pour ces populations. Il est possible qu'elles colonisent aussi les champs depuis la forêt. Donc, la forêt peut... 5 minutes, OK. Donc, la forêt offre là, certainement des meilleures conditions d'hivernement, probablement un couvert végétal plus important aussi pour l'hivernement des pupes dans le sol. Donc, les pupes, là, comme je disais, ils sont dans le sol, vont passer tout l'hiver dans le sol. Donc, ça, cette observation-là, oui, observée, confirmée. Par contre, la deuxième observation, qui est une agrégation des mouches dans les premiers mètres des champs de bleuets en production, cette hypothèse-là, elle est non confirmée. Nos données, on les a vraiment tournées de tous les côtés. On a fait là, des cinquantaine de graphiques et analyses, puis les modèles convergeaient pas. Donc, dans notre expérience à nous, les captures de mouches de bleuets n'ont pas été plus concentrées dans les premiers mètres des champs. On ne voit pas ça. Ici, l'image que je vous montre, c'est une étude d'un autre chercheur dans le Maine, Drummonds, là, Collins et Drummonds. Eux, vous voyez, c'est des captures, là, c'est des captures de mouches par piège. Vous voyez, c'est vraiment très, très élevé. Alors ici, ce que je veux vous montrer, c'est une étude dans le Maine en 2004. Eux, vous voyez le genre de densité qu'ils ont eu, là. Ils ont, tu sais, là, vraiment, ça monte jusqu'à 35 mouches par piège. Nous, là, on était comme à 2-3 mouches par 3 pièges, tu sais. Donc ici, c'est comme un autre monde, là, dans le Maine. Mais ce qu'on voit, c'est la forêt ici, où il y a vraiment une grosse agrégation. Mais on voyait ici l'espèce de belle courbe. Eux allaient de 0 mètre à 152 mètres de la forêt. C'est sûr qu'ils ont fait plus de distance que nous, là. Mais on voit vraiment, puis eux, c'était significatif, là, leur interaction temps-distance. Donc, on voit vraiment une belle courbe. Donc, eux, ils ont vraiment recommandé des traitements de bordure dans leur cas parce qu'on voit vraiment là, que de 0 à 3, à 3 mètres de la bordure, c'est là qu'on voit beaucoup de mouches. Puis graduellement, ça se réduit. Mais nous, on n'a pas vu ça.
Finalement, les tests de larves, je veux dire quelques mots parce qu'on en a fait. Le but des tests de larves dans les fruits, là, c'était, bon, au moment de la récolte, on voulait décrire le niveau d'infestation en fonction de la distance, là, pour chacune des distances, établir une corrélation entre les dommages observés et les captures. Ça nous aurait permis aussi de confirmer peut-être un seuil, par exemple, de traitement. On a réalisé les tests, dans des quadrats là, de 1 mètre carré. Les bleuets étaient récoltés sous chacun des pièges. Et puis, on a fait ça chaque année là, au moment de la récolte. Puis c'était, là, c'est ça, mis dans des bacs. Là, on faisait le protocole là, développé par le MAPAC et le Club Bleuet. Donc, en 2021, un seul test positif sur 30, donc une seule larve là, a été trouvée. 2022, on a eu 14 tests positifs là, sur 150. Donc, c'était cette fois-là entre 1 et 4 larves qu'on pouvait retrouver par test. Puis, en 2020, 14 tests positifs encore sur 138, 1 à 3 larves là, cette fois-là. Donc, les taux étaient quand même très faibles. C'était des niveaux d'infestation très faibles. Puis, c'était des données qui étaient insuffisantes. On ne pouvait pas faire de modèles statistiques, donc on n'a pas pu faire de corrélation entre les dommages et les captures sur les pièges. Donc, on n'a pas pu là, valider non plus des seuils. Donc, en conclusion, je résume. Donc, on n'a eu aucune nouvelle plante hôte d'identifier. C'est quand même une bonne nouvelle. Les modèles bioclimatiques, un des 2 modèles est adéquat. Donc, ça aussi, une bonne nouvelle. Ensuite, les parcelles de forêt sont des réservoirs pour la mouche et nos résultats ne supportent pas entièrement l'adoption des traitements de bordure. Donc, j'aimerais remercier tous les producteurs, évidemment, qui ont participé à l'étude, nos partenaires, notre source de financement là, principale, le MAPAC, mais aussi le syndicat qui ont beaucoup contribué, Pierre-Olivier Martel, Charles Derry également, qui étaient toujours là pour nous aider. Donc, merci là, de votre attention.